à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Donc bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel, qui traitera du traumatisme de la voie biliaire lors d'une cholécystectomie. Je reçois aujourd'hui Dr Michel Dagenet du CHUM. Dr Dagenet a fait sa formation en chirurgie à l'Université de Montréal, son fellowship en chirurgie hépatobiliaire, pancréatique et transplantation hépatique à Toronto. Il a aussi réalisé une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Donc, merci de te joindre à moi pour cette activité. Merci. On va faire une présentation qui va suivre un plan clinique, un peu comme lorsqu'on voit le patient. Donc, une petite introduction avec quelques statistiques. Ensuite, comment on peut tenter de prévenir les traumatismes pré-cholécystectomie, pendant la cholécystectomie, et ensuite, quoi faire quand ça arrive de toute façon. Qu'est-ce qui arrive en post-opératoire de ces patients-là. Donc, si on commence par l'épidémiologie du traumatisme de la voie biliaire, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Ben, c'est pas trop fréquent. La fréquence avait été vraiment plus haute au début de la laparoscopie. Actuellement, on pense qu'on est en bas de 1%. Là, les chiffres dans la littérature, c'est entre 0,4 et 1,5%, alors que par voie ouverte, c'est 0,2 à 0,3%. Est-ce qu'il y a une tendance à l'amélioration? On semble avoir atteint un plateau actuellement. J'ai pas de données pour répondre à la question. Je pense qu'on devrait atteindre un plateau, puis l'expérience est là chez les chirurgiens en scopie, puis peut-être que les gens sont même rendus matures pour la difficulté de cas qu'ils sont capables de faire par laparoscopie. Alors j'ai l'impression qu'on devrait plutôt être dans un niveau un peu stable, puis où il faut améliorer ça par un respect là, des recommandations de pratique. Puis parmi ces recommandations de pratique, est-ce qu'il y en a des plus à jour que tu souhaiterais partager? Oui, il y a 2 recommandations qui sont sorties en 2020 là, de la WSES, là, c'est Emergency Surgery, c'est des recommandations dans le World Journal of Emergency Surgery, qui est un document sur la détection puis la prise en charge des traumatismes des voies biliaires. Puis il y a aussi eu des recommandations qui viennent de plusieurs sociétés savantes, dont SAGES, l'IHPBA, la HPBA, Surgery of the Alimentary Tract, une autre société, publiée dans Surgical Endoscopy puis dans Annals of Surgery, encore en 2020. Donc, moi, je recommanderais à tout chirurgien qui fait des cholécystectomies de lire ces 2 documents-là là, qui sont vraiment super bien faits, très documentés, très précis. Parfait. Entre autres, si les gens veulent retrouver la référence de cet article-là, il est sur le site Internet de l'Association québécoise de chirurgie sur ma présentation de l'année dernière pour la cholécystectomie difficile, puis il va être en note de balado pour le balado actuel. Maintenant, comme plan en préopératoire d'une cholécystectomie, est-ce qu'il y a une façon de reconnaître les chirurgies qui vont être plus à risque? Oui, ça c'est un outil. Là. C'est pour les cholécystectomies laparoscopiques en général, il y a des facteurs là, qui ont été définis comme le sexe masculin, l'âge, l'obésité, la cirrhose, les antécédents chirurgicaux, l'urgence, les calculs du cholédoque, un gros foie, un cancer de la vésicule ou un cholangiocarcinome, des anomalies anatomiques, puis l'expérience du chirurgien. Donc ça va un peu de soi, puis je pense que tout le monde, de façon plus ou moins consciente, se rend compte que ce sont des facteurs de risque, puis aborde les patients en conséquence. Pour les cholécystites aiguës, c'est évident que il faut se comporter avec ces patients-là en respectant les Tokyo Guidelines. Là. 2013 décrivent bien c'est quoi les grades 1, grade 2, grade 3. Puis 2018 va encore plus loin dans ce sens-là. Mais je pense qu'avec une approche simple basée sur grade 1, grade 2, grade 3, on peut
on peut éviter ou diminuer notre risque de trauma des voies biliaires. Il y a d'autres recommandations comme l'American Association for the Surgery of Trauma qui ont sorti des guidelines en chirurgie urgente. Ils sont très chirurgicaux, là, ces guidelines-là, puis je pense qu'en pratique, la plupart des gens vont de facto ou en connaissant les Tokyo Guidelines agir un peu selon les Tokyo Guidelines. Parfait. Puis parmi tous ces facteurs-là, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels on a du pouvoir? Donc, est-ce qu'on peut changer certaines choses ou c'est un peu le risque inhérent? Puis, au final, on sait quels patients sont à risque, mais on va l'opérer quand même. Oui, d'autres facteurs de risque comme les vésicules scléro-atrophiques puis les myrésies, ça rentre aussi dans ça. Je pense que, on peut plus imager ces patients-là pour avoir une idée de l'anatomie des voies biliaires auparavant, avec l'imagerie non invasive, souvent on est capable. Donc, prendre le temps de plus les évaluer, décider qu'est-ce qu'on trouve qui est une bonne idée ou pas. Par exemple, la cirrhose, une cirrhose Childa, c'est la même mortalité que pas de cirrhose. S'il n'y a pas d'hypertension portale, si les plaquettes sont normales, je pense que ça a de l'allure, mais si on s'en va avec des plaquettes à 25, des grosses varices, c'est pas la même chirurgie. Donc, se poser la question si on veut le faire, mais aussi faire une remise en question du coût-bénéfice. Chez la plupart des patients qu'on voit, le coût-bénéfice est en faveur de faire la cholecystectomie. Mais il y a des patients où le coût augmente beaucoup, puis là, il faut se demander, est-ce qu'on veut vraiment faire la cholecystectomie à ce patient-là? Puis est-ce qu'on n'est pas mieux d'essayer d'autres approches non chirurgicales ou de l'urso ou tourner autour du pot un peu, mais essayer de s'en enlever dans les pattes. On peut aussi demander de l'aide pour la chirurgie d'un collègue, puis faire ça à 4 yeux, des fois c'est mieux qu'à 2. Puis ce genre de stratégie-là. Excellent. On parlait tantôt des Tokyo Guidelines puis des 3 grades de la cholécystite. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, les Tokyo Guidelines 2013, ils ont dit grade 3, c'est dysfonction d'organes. Alors, pour dysfonction d'organes, c'est soins intensifs puis récupérer le bon état des patients. Puis, face au trauma des voies biliaires, ces patients-là vont être traités de façon médicale dans un premier temps. Puis après ça, on tombe dans le quand il est approprié d'opérer ces patients-là. Puis la bonne réponse à ça, c'est que probablement qu'il faut attendre au moins 1 mois avec la résolution de l'état inflammatoire. Les grades 1, c'est la cholecystectomie banale, avec un examen physique pas impressionnant, pas une leucocytose impressionnante, puis des symptômes de moins que 72 heures. Ces patients-là ont pas... Alors, les grades 1, il n'y a aucune différence. C'est le même risque de trauma des voies biliaires qu'une chirurgie élective. Donc, pour les grades 1, c'est recommandé de procéder à la chirurgie dans les meilleurs délais. Puis, grade 2, c'est entre les deux. Ils n'ont pas une dysfonction d'organes, mais ils ont des globules blancs augmentés, ils ont une masse à l'hypocondre droit, ils ont des symptômes depuis plus de 72 heures. Ils ont des complications locales, style cholécystite gangréneuse ou emphysémateuse à l'imagerie, un abcès dans le lit vésiculaire ou dans le foie. Ces patients-là, ils sont à plus haut risque de problèmes si on décide de les opérer. Donc, le risque relatif pour les grades 2 qu'on opérerait, le risque de traumatisme de la voie biliaire, ça ressemble à quoi? Les données qu'on a, c'est que pour un grade 2, ça pourrait être à peu près 2 fois à 2 fois et demi plus de risque de trauma des voies biliaires. Puis, les traumas des voies biliaires, on pense tout le temps à la morbidité juste du canal qu'il faut réparer, là, mais ces patients-là, dans la littérature, ils ont une mortalité augmentée, ils ont une qualité de vie diminuée par rapport à la population générale, globalement comme groupe. Je pense qu'un objectif majeur de la cholecystectomie, c'est de ne pas avoir de traumatisme des voies biliaires pour des raisons encore plus larges que ce qu'on perçoit a priori. Donc, ça doit être assez élevé dans nos paramètres pour notre arbre de décision. Parfait. On parlait aussi du nombre de jours de symptômes. Est-ce que ça peut avoir un impact? Moins de 7 jours où on retarde, puis si on retarde, le patient reste à risque de traumatisme de la voie biliaire? Oui, en fait, ça a beaucoup tourné les jours, puis les recommandations sont un petit peu variées, mais en général, moins que 3 jours, c'est idéal. Donc, si on peut faire ça dans ces temps-là, c'est bien. En 3 et 10 jours, la difficulté technique augmente. Puis là, il faut se demander ce qu'on fait. Pour les grades 1,
parce que c'est depuis le début des symptômes. Alors, des fois, le patient vient 3 jours après, donc c'est difficile de les opérer en dedans de 72 heures. Là. Mais pour les grades 1, c'est clair qu'entre 3 et 10 jours, je pense qu'on les fait. Plus que 10 jours, il ne faut pas opérer une cholécystite aiguë. Il faut la différer, puis attendre au moins 4 semaines et résolution de l'état inflammatoire. Pour les grades 2, entre 3 et 10 jours, c'est un jugement du chirurgien sur la difficulté perçue, l'examen physique, son expérience, le chirurgien qui commence versus celui qui en a fait une tonne. Faut se poser la question entre 4 et 10 jours, entre 4 et 10 jours sur le coût-bénéfice, encore une fois, de procéder pour les grades 2. Pour les grades 3, la plupart vont dire de ne pas les opérer, même si on les amène dans 10 jours. Puis le risque de trauma est encore plus grand pour les grades 3, globalement, que les grades 2, là, dans les données qui ne sont pas de si haute qualité que ça, là, mais il y en a beaucoup. Il y a des grosses séries, des recommandations d'experts. Donc, il faut aller avec ça. Okay, puis qu'est-ce que tu penses du risque de traumatisme de la voie biliaire pour les chirurgies retardées? Ça reste élevé? Ça revient un peu plus vers la normale? Là encore, ça a beaucoup sorti. Là. Pour les grades 1, il y a un avantage à la chirurgie précoce. Pour les grades 2, il n'y a aucune recommandation entre les deux, donc c'est ce qu'on vient de discuter. Quand il y a de la chirurgie, c'est pas clair c'est quoi exactement. Là. Par exemple, pour la chirurgie précoce, c'est moitié de traumatisme des voies biliaires dans une série, mais c'est pas significatif avec le nombre de patients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On le sait pas. Est-ce que les patients qui ont eu une précoce étaient plus faciles, ceux qui ont eu une précoce, les plus difficiles se sont fait retarder? Mais la mortalité est la même, le taux de conversion est le même entre une chirurgie précoce et une chirurgie retardée. Pour les traumatismes de voie biliaire, c'est pas clair. Donc, je pense que c'est plus à décider du timing pour nos patients ou de l'investigation ou du coût-bénéfice en préopératoire qui va nous permettre, avant d'être en salle d'opération, d'avoir une chance de diminuer notre risque par notre stratification du risque chez les patients. Excellent. Donc, pour la prochaine étape maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant la chirurgie pour essayer encore une fois de minimiser le risque. Donc, c'est quoi les recommandations les plus importantes? Bon, alors, il y a plusieurs façons de faire la vésicule biliaire, l'approche infundibulaire, top-down. Il n'y a pas une qui est meilleure ou moins pire que l'autre, probablement, mais c'est pas ça la bonne façon de faire l'opération, puis c'est pas ça le bon état d'esprit quand on fait l'opération. Ce qui est recommandé, c'est de tenter d'obtenir la vue critique de sécurité. Alors, c'est ça la clé. Puis si on n'est même pas capable d'exposer le triangle de Callot pendant une cholécystite aiguë, on n'est pas capable d'obtenir la vue critique de sécurité. Si on est capable de l'exposer pour ne pas de le disséquer, on n'est pas capable de l'obtenir. Si c'est un mirisie, attention, parce qu'il n'y en a pas de triangle de Callot. Alors là, si on persiste à foncer, ça va mal finir, ça va finir par un trauma des voies biliaires. Plusieurs séries institutionnelles ont montré un taux de trauma des voies biliaires inférieur avec des nombres de cas suffisants pour pouvoir le démontrer avec l'approche d'obtenir la vue critique de sécurité. Puis, il y a des analyses de cas de trauma des voies biliaires où ils ont regardé comment ou si une vue critique de sécurité était documentée dans le dossier. Puis, c'était vraiment une minorité des patients. Alors, c'est des évidences indirectes, mais je pense qu'il faut essayer d'obtenir la vue critique de sécurité quand on fait une cholécystectomie élective ou en urgence. Puis, si on n'est pas capable de l'obtenir pour les raisons que j'ai discutées, il faut avoir un plan, un algorithme. C'est quoi les 3 éléments de la vue de sécurité? Bon, quand les gens essayent de l'avoir, 87% vont réussir à l'obtenir. Puis les 3 conditions, c'est d'avoir complètement vidé ce qu'on appelle le triangle de Callot. C'est pas ça que Callot a décrit, là, mais le triangle entre le canal cystique, la voie biliaire, puis le rebord du foie. Il faut avoir disséqué la portion postérieure, inférieure du lit vésiculaire. Il faut l'avoir commencé à le décoller, puis il faut n'avoir que 2 structures qui entrent dans la vésicule biliaire.
Donc ça, c'est la vue critique de sécurité. Puis quand on obtient ça, c'est acceptable de clipper les structures, puis de finir le lit vésiculaire, puis de finir l'opération. Mais il faut obtenir ces 3 critères-là pour être en sécurité, et que le patient soit en sécurité là, suite à notre dissection. Sachant dans les séries qu'on a à peu près 10% des cas pour lesquels ça va être impossible de l'obtenir, quand on n'est pas capable de l'obtenir, qu'est-ce qu'on fait? Une des possibilités, c'est abandonner, mais ça ne rend pas tant service aux patients là, à court terme. Alors, je pense qu'un chirurgien général devrait être capable de gérer une cholécystite aiguë. Si on a essayé, si on a tourné, l'approche top-down, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas rentrer dans le triangle de Callot chez un patient comme ça, mais peut-être que ça nous aide à mieux le définir, puis à force de tourner autour du pot, des fois, on réussit à avancer. Mais encore là, avant d'aller dans le triangle de Callot, il faut vraiment faire attention. La recommandation, c'est d'aller vers la cholécystectomie subtotale. La cholécystectomie subtotale, c'est pas de laisser un gros infundibulum puis la moitié de la vésicule avec les pierres dedans puis s'en aller. Là. Ça, c'est pas ça. Si on ouvre la vésicule, on peut faire une cholécystostomie, mais on peut faire plus que ça. Mais si on ouvre la vésicule, on enlève les pierres. Là. Ça, c'est vraiment là, quand on a ces patients-là avec des pierres dans la vésicule résiduelle, ça nous force à les réopérer si on veut faire quelque chose presque tout le temps. Là. Donc, c'est vraiment un plus pour le patient de ne plus avoir de pierres dans la vésicule. La manière en cholécystectomie subtotale, puis ça c'est en chirurgie ouverte ou laparoscopique, là, ça dépend de comment on veut le faire, comment on est habile, avec quoi on est à l'aise, qu'est-ce qui est possible chez le patient. Ça n'a pas d'importance là, si on laisse ou pas le lit vésiculaire en place. Donc, tant qu'on enlève la paroi qui dépasse, pour le lit vésiculaire, ça ne change pas pour le trauma des voies biliaires parce que là, on est loin du trauma des voies biliaires. Le tissu qu'on laisse en place augmente probablement les complications septiques post-opératoires, mais ces complications-là sont plus gérables que le trauma des voies biliaires ou d'autres choses. La cholécystectomie subtotale, c'est une fois qu'on est inférieur au lit vésiculaire, donc en face du triangle de Callot, c'est de laisser les tissus de la vésicule protéger le triangle de Callot et de ne jamais rentrer le triangle de Callot. Quand la vésicule est ouverte à cet endroit-là, c'est facile de voir l'infundibulum puis le cystique de la vésicule biliaire. Puis c'est facile de resséquer la vésicule biliaire qui dépasse quand elle n'est pas adhérente au duodénum, au côlon, au île hépatique, au triangle de Callot. Donc, tout ce qui est adhérent à quelque chose, on le laisse. Puis tout ce qui dépasse, on peut l'enlever prudemment. Puis après ça, il reste juste à fermer le canal cystique là, en faisant une suture là, sur le canal cystique en endo-vésiculaire, en prenant des bouchées qui sont compatibles avec ne pas être dans la voie biliaire de l'autre côté. Puis je vous dirais même, à la limite, s'il n'est pas fermable, mettre un drain, c'est plus facile à gérer en post-op que de ligaturer ou embrocher la voie biliaire là, chez ces patients-là. Est-ce qu'il y a d'autres pièges qu'il faut éviter lors d'une cholécystectomie? Oui, il y a... si on ouvre puis on fait une approche top-down, ça, c'est associé avec des traumatismes biliovasculaires majeurs augmentés. Puis ça, c'est quand le chirurgien tente d'entrer dans le triangle de Callot ou rentre dans le triangle de Callot sans s'en rendre compte à cause de la rétraction des tissus, à cause de l'inflammation chronique ou aiguë. Il y a un chirurgien bien connu là, qui a même publié une des nombreuses classifications des traumas des voies biliaires, là, Steve Strasberg, de Toronto puis Saint-Louis, qui a décrit les 4 types de pièges lors d'une cholécystectomie. Un, c'est la vue infundibulaire. Donc, le chirurgien voit l'infundibulum, voit un canal qui se prolonge, puis pense que c'est le canal cystique. Mais avec l'inflammation, puis il le voit pas parce que c'est opposé à sa vue, le canal hépatique commun est allé se fusionner en arrière, puis ce qu'il pense qu'il est le canal cystique et le cholédoque. Donc ça, c'est un piège. Plus souvent quand il y a beaucoup d'inflammation ou une grosse pierre, mais il faut vraiment se méfier de ça.
Un autre piège, c'est à partir du fundus. Là, je viens d'en parler sur les gros traumatismes. Donc, ne pas entrer dans le triangle de Callot avec cette approche-là, à moins qu'il soit disséqué et qu'on ait la vue critique là, d'obtenable, mais être vraiment prudent. Moi, je pense que si on va en ouvert, c'est plus prudent d'ouvrir la vésicule près du rebord du foie, laisser le lit vésiculaire en place, vider les calculs, descendre le long des deux bords du lit vésiculaire, laisser le triangle de Callot tranquille, puis faire la ligature du canal cystique en bas. Là. C'est beaucoup moins dur sur les coronaires que d'essayer de faire une vraie cholecystectomie parfaite dans un milieu hostile. Un autre, c'est les pièges de cholangiographie. Les données suggèrent de considérer de l'imagerie. Il n'y a pas grand-chose sur les nouvelles techniques, là, infrarouge, ces trucs-là, mais c'est pas déconseillé. Puis les cholangiographies où on fait un petit trou puis on rentre le canal puis on fait une cholangiographie, c'est recommandé. C'est sûr qu'on vient peut-être de faire une cholédochotomie quand on fait ça si on n'est pas à la bonne place. Mais c'est une option là, qui est suggérée. Mais même ça ne nous protège pas bien de manquer un canal droit ou sectoriel droit là, dans le triangle de Callot qui pourrait ne pas être opacifié par notre cathéter qui est plus loin. Donc, même une cholangiopérope ne nous protège pas des anomalies canalaires, anatomiques du foie droit. Un autre truc, c'est le cystique qui a un bout de trajet qui est parallèle puis accolé au duodénum, mais de l'extérieur qui donne l'impression qu'il y a un canal cystique comme d'habitude. Alors, quand on essaye de disséquer le tour du canal, ben, peut-être qu'on rencontre le cholédoque qui sont un peu trop central lors de la dissection. Donc, ça, c'est des pièges. Mais les deux premiers, là, c'est le top-down qui rentre dans le triangle de Callot ou l'approche infundibulaire où le chirurgien ne voit pas l'anatomie de la bonne façon à cause de l'inflammation qui a changé les repères. Donc, on prend une courte pause, puis on revient avec le docteur Michel Dagenet qui nous entretient sur le traumatisme de la voie biliaire lors d'une cholecystectomie. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Nous sommes maintenant de retour avec Dr Michel Dagenet qui nous entretient sur les traumatismes de la voie biliaire. Donc maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce qu'on fait avant la cholecystectomie, pendant la cholecystectomie pour essayer de l'éviter, maintenant on va aller directement à le traumatisme est arrivé, comment on le classifie puis qu'est-ce qu'on fait avec. La classification de Strasberg, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers en clinique, puis à quoi ça sert au final? Oui, je pense que c'est la classification. Il y en a plusieurs de connus. Il y a la bismuth qui est un peu l'original, qui est retrouvé intégralement dans la deuxième moitié de celle de Strasberg, parce que lui a ajouté les traumas plus mineurs. Puis il y a la dernière, c'est la classification de ATOM, ATOM, c'est un acronyme, mais ils ont pris toutes les classifications, ils les ont toutes mises, ça prend une feuille, des pages, une affaire. Je pense pas que c'est d'utilisation pratique en dehors d'un contexte de recherche sur les traumas des voies biliaires. C'est sûr que si tous les chirurgiens du monde faisaient cette classification-là de cas à toutes les opérations pour la vésicule qu'ils font, peut-être que ça aiderait des progrès, là, mais je sens pas que ça va venir. Donc, la classification de Strasberg décrive les traumas en A, B, C, D, E. A, c'est des fuites biliaires dans le lit vésiculaire ou du moignon cystique. B, c'est un traumatisme d'un canal aberrant droit. C'est un traumatisme avec ligature. Puis C, c'est un traumatisme avec fuite biliaire. La fuite biliaire, ça crée de l'inflammation, ça complique les choses. Un trauma D, c'est une petite plaie dans la voie biliaire principale. Donc, on pourrait quasiment dire qu'une cholangio involontaire pourrait être un D. La cholangio est volontaire, mais pas dans le cholédoque.
Après ça, les E, ben c'est 1, 2, 3, 4, 5. Puis ça, c'est les bismuths, là, finalement. Alors, E1, c'est plus que 2 cm de la bifurcation. E2, c'est moins que 2 cm. E3, c'est juste sous la confluence droite-gauche. E4, c'est les canaux droit et gauche séparés. Puis E5, c'est le canal hépatique commun et un canal accessoire, les deux ensemble. Donc, ceci étant dit, sur toute la classification, pour les traumatismes en particulier, les D, est-ce que tu fais une différence entre, justement, tu parlais d'une cholangiographie, donc une cholangiographie involontaire dans la voie biliaire principale qui a été coupée au ciseau versus un arc électrique, puis une cautérisation qui a été faite, puis une fuite sur la voie biliaire principale? Oui, une coupure au ciseau, c'est comme une cholédochotomie d'exploration des voies biliaires, là, donc ça peut être réparé primairement avec du fil résorbable de petit calibre, avec ou sans tube hanté, ça c'est correct. S'il y a des brûlures, là, la gestion devient plus difficile à cause du risque de sténose après. Alors, il y a plusieurs conduites qui peuvent être faites, là, mais s'il n'y a pas de sténose, c'est juste une brûlure superficielle, probablement que le mieux, ça serait de référer le patient à un centre expert. Puis, je pense que moi, je ferais mettre une prothèse dans la voie biliaire, puis je la suivrais avec des changements, puis empêcher la sténose, là, avec une prothèse dans la voie biliaire. Si c'est une plus importante brûlure, là, mais c'est rare, les brûlures, soit le chirurgien passe au travers complètement, c'est rare qu'il ait juste accroché, puis qu'il y ait un petit spot blanc sur la voie biliaire. Le petit spot blanc, j'irai avec ma prothèse. Le reste, je pense qu'on est dans un contexte de trauma, puis le mieux, ce serait une évaluation précoce dans un centre hépatobiliaire. Excellent. Donc, quand tu reçois un appel comme chirurgien expert d'un autre chirurgien qui est mal pris puis il vient de faire un traumatisme, c'est quoi les conseils ou les stratégies à ce moment-là à adopter? Ce qu'il faut prendre en compte, là, c'est que le chirurgien, il vient de faire un traumatisme voie biliaire, puis des fois, il a juste dit bonjour, puis on le sait que ça va être un appel de trauma des voies biliaires. Là. Quand il appelle pour autre chose, c'est pas ce ton-là qu'ils ont. Là. Donc, le chirurgien n'est pas à son meilleur, on va dire, à ce moment-là. Puis, il est un peu... il trouve ça difficile, la situation. Puis, le fait que ce soit arrivé, ça suggère aussi que l'anatomie n'a pas peut-être été bien comprise pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis, à ce moment-là, le moins en fait, le mieux c'est. Je pense que c'est drainer puis s'en aller. Il ne faut pas faire des trous dans n'importe quoi. Là. On transfère rapidement. Puis là, on a 2-3 jours là, pour retourner dans ce ventre-là sur un cas standard, on va dire. Donc, je pense qu'on a le temps, on peut le faire. Le mieux, c'est un drain, rien abîmé. Puis, juste d'arrêter là. Je dirais aussi que quand on réopère ces patients-là, souvent, on trouve des choses qui ne correspondent pas exactement avec ce que le chirurgien nous a décrit. Je ne sais pas si André a la même impression, là, mais c'est pour ça que le trauma est arrivé probablement aussi. Une mauvaise interprétation d'une anatomie anormale, souvent dans des conditions locales anormales. Alors, c'est un autre argument pour ne pas essayer de faire des choses avec une mauvaise compréhension de l'anatomie réelle du patient, puis de nous laisser le maximum de tissus de qualité, de bonne qualité pour faire ce qui sera probablement une reconstruction des voies biliaires. Est-ce que tu préfères qu'il y ait un drain dans la voie biliaire aussi quand c'est possible ou seulement autour, si on veut, un Jackson Pratt? Un Jackson Pratt, ça fait le travail. Si le chirurgien veut laisser un drain, mais je veux pas qu'il le fixe à rien, ça peut aider à la propreté. Ça peut permettre une cholangio plus facile. Donc, ça peut être un outil dans ce sens-là. Mais ce qui est important, c'est les conditions locales dans les hépatiques. Ça, c'est le Jackson Pratt qui va nous faire ça. Excellent. Maintenant que c'est arrivé, le traumatisme a été reconnu, c'est quoi les différentes stratégies à adopter une fois qu'il a été drainé et référé? Nous, on va évaluer le patient, on va se poser la question d'un traumatisme vasculaire associé. Puis c'est pas si rare que ça qu'il y a des traumatismes de l'artère hépatique droite ou de branche anormale de l'hépatique droite ou de branche anormale biliaire.
Puis là, il faut choisir qu'est-ce qu'on va reconstruire ou pas. Pour ce qui est du vasculaire, je dirais que quand c'est juste l'artère hépatique droite, je pense pas qu'on en a jamais réparé. On sait par de la vieille littérature que il y a longtemps, là, au milieu du 20e siècle, il y a beaucoup d'artères hépatiques droites qui ont été ligaturées sans conséquence. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de réparer une artère hépatique droite chez quelqu'un qui a une artère hépatique gauche, là, ou qui a un île hépatique normal avant son opération. Puis s'il y a un traumatisme majeur de l'artère hépatique droite et de la veine porte, je pense que c'est recommandé d'être conservateur, de regarder aller le patient, de s'éloigner au maximum de ce qui se passe, puis là, après ça, de voir qu'est-ce qui reste. Puis là, ça peut être des résections hépatiques plus que des reconstructions à distance. Le tout dépend de ce qu'on a comme dommage lors de la cholécystectomie, là. Moi, j'ai une patiente, j'ai gardé son foie droit, pas de voie biliaire, juste comme outflow pour la veine porte. Parce que de l'autre côté, la veine porte était ligaturée. Alors, avec des traumatismes alternés biliaires, portaux, droite, gauche, artérielle. Alors, il faut vraiment bien planifier ces cas complexes-là. Puis les cas plus standards, je dirais, de ligature ou de résection de la voie biliaire extra-hépatique. Le plan, c'est une reconstruction des voies biliaires avec un Roux Y, une hépatico-jéjunostomie en tissu sain, proximalement là, au traumatisme. Ensuite, par rapport au traumatisme, là, on parlait beaucoup du traumatisme reconnu en père-opératoire. Qu'est-ce qui arrive des traumatismes non reconnus? Ben, les traumatismes non reconnus, je pense qu'il faut être alerte à ça. Puis il faut pas négliger les symptômes. C'est sûr qu'un patient qui a une évolution post-op anormale, il faut le reconnaître vite, puis pas attendre, parce que notre fenêtre, c'est 3 jours. Là. 3 jours, c'est à table. Là. C'est pas 73 heures, on appelle. Alors, si le patient a de la fièvre, de la douleur, de la distension, de l'ictère, c'est assez une bonne phase d'appel, là, nausée, vomissement, on regarde la biochimie hépatique, si c'est pas normal, on agit. Puis les 2 outils principaux pour agir dans les recommandations, c'est un scan, puis ils disent 3 phases en espérant avoir une phase biliaire, là, ou une MRCP pour voir l'anatomie des voies biliaires. C'est sûr que quand on fait ces examens-là, souvent les patients ont des petites collections dans le vésiculaire, des choses comme ça, mais il faut les investiguer rapidement avec un de ces 2 examens. Un autre truc qui peut être essayé, c'est l'EIDA, mais l'EIDA, je dirais, c'est pour le patient qu'on pense qu'il n'y a rien. Alors, mais faire attention pour ne pas penser qu'il n'y a rien tout le temps, là. Je pense que c'est mieux de s'inquiéter un peu plus que moins dans ces cas-là, mais le patient qui a juste un peu mal au ventre, il traînaille, c'était en un jour, il n'est pas parti. Le lendemain matin, ils sont tout le temps pareils que la veille au soir, là, mais on est le lendemain après-midi, puis il n'est pas prêt à partir encore. Moi, j'aime bien faire un IDA, ce genre de patient-là, là, qui va me dire est-ce que la bile reste dans le canot, puis est-ce qu'elle se rend dans l'intestin? Pas mal 2 choses qui m'inquiètent. S'il y a une brûlure intestinale, ça ne nous le dira pas, mais c'est moins fréquent, puis... Mais ça, c'est la place du IDA. Mais sinon, il faut aller en imagerie axiale pour le patient qui va mal post-cholécystectomie. Excellent. Donc, si on parle de ceux qui vont moins bien, puis là, finalement, on est rendu avec un certain délai, comment on les gère à ce moment-là? Bon, ben là, on a un certain délai. Donc, on n'a pas une fenêtre pour opérer les patients, sauf une péritonite biliaire. Une péritonite biliaire, là, 3 jours après, c'est un drainage, c'est une toilette abdominale qu'il faut faire. Puis mettre des drains, on ne réparera pas de trauma, là. Puis après ça, il faut que le patient remonte de ça. Puis juste ça, ça peut être vraiment long à émerger de ce genre de péritonite-là. Pour les traumatismes mineurs, là, Strasbourg A à D, s'il y a un drain en place, ben, on regarde le drain, s'il coule de la bile. On va en profiter pour essayer de comprendre l'anatomie biliaire, s'il y a une pierre, faire la CPRE, faire une sphinctéro-endoscopique, si plus ou moins un stent, s'il y a un écoulement de bile abondant qui ne diminue pas avec l'observation au début.
si le patient a une collection abdominale et pas de drain, mais on va drainer, percutaner la collection pour essayer de regagner une absence de conditions inflammatoires ou infectées, regagner des tissus de qualité pour pouvoir considérer une chirurgie au besoin plus tard. Ça, c'est plus vrai pour des plus gros traumas. Par rapport à la CPRE, chez un patient qui a été drainé, combien de temps tu as tendance à attendre? Puis quand on dit on fait une CPRE quand ça coule beaucoup, c'est quoi beaucoup, si on veut? Ben, un foie, ça fait peut-être 700 ml de bile par jour, là, donc 100 ml, c'est pas beaucoup. Là. On n'est pas dans les troubles électrolytiques à ces niveaux-là. Donc là, ça peut quand même être une fuite d'un canal droit, d'un canal sectoriel. Un Louchka, 100 ml, c'est peut-être beaucoup. Là. Mais Louchka, il va vous teinter votre drain pour vous fatiguer. C'est ça que ça va faire. Là. Mais, donc, c'est une question un peu de jugement. Mais si ça draine des 300 et ça ne diminue pas, je pense qu'on va aller après 1-2 semaines, on va aller en CPRE sphinctéro pour enlever l'effet du sphincter qui augmente la pression. Le foie, il pompe la bile à 30 cm d'eau de pression dans les voies biliaires, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que ça dilate après cholecystectomie. Puis, si on fait une sphinctéro, ben, la pression ne pourra pas se bâtir dans les voies biliaires, puis ça va être un élément contributif à la guérison d'une plaie latérale des voies biliaires ou d'un canal pas important. Excellent. Puis maintenant, on a un patient qui avait son traumatisme majeur, qui a eu son hépatico-jéjunostomie. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y a des choses à suivre pour le futur? Moi, je pense qu'il faut suivre ces patients-là à vie. Les traumas des voies biliaires, il y en a 4. Non, c'est pas vrai. Les sténoses biliaires, il y en a à peu près 94% qui apparaissent dans le premier 2 ans. Mais il reste un autre 6% qui n'apparaît pas pendant le premier 2 ans. Puis ça peut apparaître 20 ans après. Alors, il ne faut pas arrêter le suivi. Le suivi, ça peut être juste une prise de sang par année, là, mais il ne faut pas arrêter le suivi. Puis s'il y a des anomalies, il faut agir. Il y a des patients avec des traumas réparés, perdus au suivi, qui réapparaissent en cirrhose floride, acide, et qui finissent en greffe hépatique. Alors, ça existe, on en a fait. Il faut les suivre. Et moi, je leur dis tout le temps qu'il faut les suivre à vie. Puis j'essaie de les retourner à leur chirurgien aussi. Je pense que ça favorise. Des fois, ils veulent, des fois, ils veulent pas. Là. Mais quand ils veulent, je pense que ça crée un bon lien entre les deux. Puis c'est utile, probablement, à plusieurs points de vue. Mais je pense qu'il faut les suivre. Excellent. Donc, les traumatismes réparés à long terme, on a parlé de la sténose. Est-ce qu'il y a d'autres complications? Donc, tu sais, si on fait l'étendue des conséquences pour le patient. Ouais, c'est pas mal la sténose. Il peut y avoir de la cholangite aussi, même sans sténose, là, du reflux par l'anse. C'est pas une anse alimentaire dans le rond Y. Puis, quand on réopère des patients qui ont eu une hépatico-jéjunostomie, peu importe la raison qu'on a fait, moi je l'ai fait à 60 cm, mes anses montées, mais quand les patients que je réopère, ça n'a jamais 60 cm, là, ça a plus 25. Alors, quand les patients font de la cholangite, c'est sûr qu'il faut éliminer la sténose anastomotique, là, mais il faut aussi éliminer le reflux dans la voie biliaire, là, souvent avec un transit du grêle. Puis, des fois, on a une cholangiographie magnifique en faisant ça. Puis là, il faut les réopérer s'ils font assez de problèmes pour rallonger l'anse. C'est pas mal les deux principales complications, à part toutes les complications générales là, d'une laparotomie, là, hernie incisionnelle, occlusion sur bride. Voilà. Excellent. Donc, je pense que ça fait vraiment un bon tour du traumatisme de la voie biliaire lors des cholecystectomies. Si je te laisse le mot de la fin puis la conclusion, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais que les gens retiennent? Oui, je vais redire encore que les traumas des voies biliaires ont des conséquences majeures qui sont encore pires quand on regarde les suivis à long terme de ces patients-là que ce dont les chirurgiens ont déjà tous peur quand ils comprennent pas leur anatomie ou qu'ils font une cholecystectomie difficile. Puis ça justifie ces conséquences-là de tout faire pour diminuer le risque.
Puis si ça arrive de prendre les patients de façon optimale, puis si j'ai un conseil à donner, c'est de individuellement chaque chirurgien ou un journal club dans un service, de revoir les recommandations des sociétés savantes là, qu'on a mis en référence là, à cette présentation-là, puis de regarder ça, voir les stratégies, discuter des expériences de tout le monde, puis d'avoir un plan de match, puis une bonne compréhension de comment gérer les cholestectomies difficiles et tout ce qu'on a discuté. Excellent. Donc, pour revenir sur l'article qui a été nommé, donc c'était en Annals of Surgery en 2020, le volume 272-3. Donc, pour ceux qui veulent le retrouver assez facilement là, sur les recommandations en méta-analyse. Donc, je te remercie, Michel, pour cette belle entrevue. J'espère que les gens vont apprécier la balado-diffusion. Merci pour l'invitation.